Je m'appelle Mathias, et j'ai 35 ans. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour, ma maison serait un trou sous terre, je l'aurais traité de fou. Mais voilà où j'en suis, enterré vivant dans cet abri de fortune que j'ai creusé avec mes propres mains. Ce n'est pas grand-chose, des murs en terre battue, renforcés par des planches trouvées ici et là, une plaque métallique en guise de porte, et un système d'aération bricolé avec des morceaux de filtre à charbon. Ça tient le coup, mais pas pour longtemps. Mon quotidien est réglé comme une horloge. Chaque matin, je me réveille dans cette obscurité oppressante. Pas de lumière naturelle, juste une lampe à pile qui clignote faiblement. Ma première tâche, vérifier le compteur Geiger. Ce fichu appareil, c'est ma boussole, mon ange gardien. Le moindre tic-tic un peu trop rapide, et c'est la panique. La radioactivité, ça ne pardonne pas. La vie dehors, je l'imagine souvent comme un désert invisible, où chaque souffle d'air, chaque goutte d'eau est un poison lent. Pourtant, il y a un an, c'était encore chez moi. Avant, j'étais technicien en radioprotection dans une centrale nucléaire. Ironique, non, mon boulot, c'était de surveiller les niveaux de radiation, de prévenir les accidents. Aujourd'hui, je ne fais que courir après ma propre survie. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une journée normale, du moins au début. Je me rappelle encore l'alarme stridente qui a déchiré le silence de la centrale. Les regards affolés de mes collègues, les écrans de contrôle qui clignotaient comme un sapin de Noël. On avait perdu le contrôle. Une explosion, une fusion partielle du réacteur. Mais ce n'était que le début. Quelques heures plus tard, les frappes nucléaires ont commencé. Pas juste ici, partout. Des villes entières vaporisées en une fraction de seconde. Paris, Londres, Moscou. Pourquoi? Je ne sais toujours pas. Une guerre? Des représailles? Peu importe, le résultat est le même, le monde tel qu'on le connaissait n'existe plus. Ce jour-là, j'ai attrapé mon frère David par le bras et on a couru. La panique dans les rues était indescriptible. Des gens hurlaient, se bousculaient. On voulait rejoindre les collines, là où on pensait que ce serait plus sûr. Mais on n'est jamais arrivé ensemble. Une bousculade, un instant d'inattention, et David avait disparu. Depuis, silence radio. David, c'est tout ce qu'il me reste. Nos parents sont morts il y a longtemps, dans un accident de voiture. On n'a jamais été très proches. Moi, j'étais l'aîné sérieux, lui, le cadet rêveur. Deux vies différentes, deux trajectoires parallèles. Mais quand tout s'est effondré, il n'y avait plus de place pour ces conneries. On n'était plus que deux. Je pense souvent à lui, à ce qu'il aurait fait à ma place. Est-ce qu'il a trouvé un endroit sûr? Est-ce qu'il est encore vivant? Parfois, je me dis que oui, qu'il est plus malin que moi. Et puis, il y a les jours où je me réveille en sueur, persuadé qu'il est mort, seul, quelque part. Les jours passent, et mes réserves diminuent. Chaque soir, je fais l'inventaire. Une boîte de conserve en moins, un filtre d'air un peu plus encrassé. J'essaie de tout rationner, la nourriture, l'eau, même l'oxygène. Je passe mes journées à vérifier et réparer le système de ventilation. Une fissure, une panne, et c'est la fin. Mais rationner ne suffira plus longtemps. Je dois sortir, c'est un fait. Pas aujourd'hui, peut-être demain. Chaque sortie est une question de vie ou de mort. Dehors, c'est l'inconnu. Le compteur Geiger est déjà à la limite du supportable avant même que je n'ai mis un pied dehors. Mais sans provision, je n'ai aucune chance. Je suis terrifié, il n'y a pas d'autre mot. Chaque fois que je pense à sortir, mon cœur s'emballe. Et si je ne revenais pas? Et si cette fois était la dernière? Mais rester ici, c'est pire. L'abri est devenu une prison. La faim, la soif, l'air vicié. Tout se resserre sur moi comme un étau. Je me parle à voix basse. Allez, Mathias, t'as pas le choix. C'est ça ou crever ici. Ces mots me donnent un semblant de courage. Juste assez pour ne pas sombrer. Dans ces moments-là, je repense souvent à David. Je revois son visage ce soir où on s'est disputé. Il voulait qu'on parte plus loin, que je quitte cette fichue ville. Mais moi, j'étais persuadé que je pouvais gérer, que mes connaissances en radioprotection suffiraient. Quelle arrogance! Je me dis que si je l'avais écouté, on serait peut-être encore ensemble. Peut-être qu'on aurait trouvé un endroit sûr. Mais il est trop tard pour les peut-être. Mon père travaillait lui aussi dans le nucléaire. Combien de fois m'a-t-il averti des dangers? Un jour, il suffira d'une erreur, et tout s'écroulera, disait-il. Je l'écoutais à moitié, comme tous les enfants. Maintenant, ces mots me hantent. Il avait raison, l'humanité n'était pas prête. On a joué avec le feu, et on s'est brûlé. Moi, je ne fais que ramasser les morceaux. Aujourd'hui, je décide que c'est le jour. Mes réserves sont presque à zéro. Je ne peux plus attendre. La zone industrielle est ma meilleure chance. Il y aura peut-être des masques, des conserves, voire un véhicule. Je vérifie ma combinaison bricolée. Elle n'est pas parfaite, mais c'est mieux que rien.
Mon masque à gaz est rafistolé, mes cartouches presque vides. Je prends un bâton, plus pour me rassurer qu'autre chose. Je scelle mon abri aussi bien que je peux. Une plaque métallique, quelques vis. J'espère que personne ne viendra fouiller ici en mon absence. Dans mon sac, je glisse une gourde, 2 barres protéinées, et un vieux plan griffonné. Mon cœur bat la chamade. Je trace mentalement mon itinéraire. Éviter les zones trop contaminées. Rester en mouvement, mais je sais que rien ne se passera comme prévu. À peine dehors, je tombe sur quelqu'un. Une femme, la quarantaine, armée d'un revolver rouillé. Elle me fixe, méfiante. Son regard est dur, mais derrière, je vois de la peur. On se jauge, chacun prêt à réagir au moindre geste. « Tu es seul ?» demande-t-elle. Je hoche la tête. Elle ne baisse pas son arme. « T'as de quoi échanger ?» C'est comme ça, maintenant. Chaque rencontre est un mélange d'espoir et de menace. On discute brièvement, à distance. Elle s'appelle Clara. Les chapitres suivants continueront à être développés avec ce niveau de détail et d'intensité pour immerger le lecteur dans ce monde post-apocalyptique. Chaque interaction, chaque réflexion, et chaque action seront amplifiées pour renforcer la tension et l'émotion du récit. Souhaitez-vous que je continue directement ? Le silence règne autour de nous, à peine troublé par le vent qui souffle entre les ruines. Soudain, un bruit strident déchire l'air. Un drone. Mon cœur s'arrête un instant. Ces machines, vestiges d'une ancienne armée, patrouillent encore. Pourquoi ? Personne ne le sait. Capturer les survivants ? Les exterminer ? Clara se fige, tout comme moi. Cache-toi, vite, murmure-t-elle en me tirant par le bras. On se plaque derrière un mur écroulé, nos respirations couvertes par le bourdonnement mécanique de l'appareil. Mon compteur Gégère s'agite légèrement, signe que l'engin scanne tout autour. Clara tremble, je l'entends murmurer, « Ces trucs, ils prennent les gens, pour des tests. » Personne ne revient. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça suffit à faire monter la panique. Je retiens mon souffle, priant pour que le drone passe son chemin. Quelques secondes qui semblent une éternité. Puis, le bruit s'éloigne. Je m'autorise à respirer à nouveau. Une fois le calme revenu, Clara me fixe. Elle semble hésiter, comme si elle ne savait pas si elle pouvait me faire confiance. Finalement, elle lâche, presque à contre-cœur, « J'ai vu quelqu'un qui pourrait être ton frère. » Je reste figé. « Mon frère ? Tu es sûr ?» Elle hausse les épaules. Il lui ressemblait, en tout cas. Près de l'ancienne gare. Je l'ai aperçu il y a quelques jours. Mon cœur s'emballe. David, vivant, je veux y croire, mais une partie de moi hésite. Et si elle se trompait ? Mais l'idée qu'il puisse être là-bas, je sens un mélange d'espoir et de peur monter en moi. Je dois réfléchir. Ma mission principale, c'est trouver des ressources. Sans provision, je n'aurai aucune chance de survivre, même si je retrouve David. Clara voit mon hésitation. Si tu veux, on peut s'entraider, propose-t-elle. Mais on partage ce qu'on trouve. J'accepte, je n'ai pas vraiment le choix. Elle me parle un peu d'elle en chemin. Elle cherche de quoi soigner une vieille blessure à la jambe, infectée depuis des semaines. Mon fils aussi voulait me soigner, commence-t-elle, avant de se taire brusquement. Je ne pose pas de questions. La douleur dans sa voix suffit à comprendre. On marche ensemble, silencieux, chacun perdu dans ses pensées. La zone industrielle apparaît enfin devant nous. Des bâtiments effondrés, des caisses éventrées. L'endroit semble abandonné, mais je sais que les apparences sont trompeuses. Clara s'arrête net. « Regarde là-bas » murmure-t-elle en pointant du doigt. Je plisse les yeux et vois des ombres se déplacer. Pas des bêtes, non. Des humains. Un groupe de 3 hommes surgit des décombres. Armés de battes et de couteaux, ils nous fixent avec une agressivité non dissimulée. « Qu'est-ce que vous foutez ici » aboie l'un d'eux. Clara pointe son revolver. Moi, je lève les mains. « On cherche juste de quoi survivre » dis-je calmement. « On ne veut pas d'ennui. » Les hommes s'avancent. La tension est palpable. Clara ne baisse pas son arme, et eux non plus ne semblent pas prêts à négocier. Après plusieurs minutes de confrontation tendue, je parviens à calmer la situation. « Écoutez, dis-je, on a quelques munitions à échanger. Rien de plus. » Clara, à contre-cœur, leur tend une poignée de balles. En échange, ils nous laissent repartir avec des masques à gaz, quelques filtres, et un sac de conserve. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est vital. On quitte la zone rapidement, sans un mot de plus. Mon cœur bat encore à tout rompre. Je sens la tension retomber, mais l'adrénaline me maintient sur le qui-vive. Le chemin du retour est silencieux. Chacun reste dans sa bulle, perdu dans ses pensées. De mon côté, je réalise à quel point cette sortie m'a changé. Avant, je n'aurais jamais osé affronter un tel danger. Mais maintenant, je n'ai plus de naïveté. Juste une détermination brute de survie. Clara me fait un léger sourire. T'étais calme, mais déterminé.
Pas beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Je hoche la tête, incapable de répondre. De retour à mon abri, je remplace les filtres d'air avec ceux que j'ai récupérés. L'air est plus respirable. Je range les conserves avec précaution, me sentant presque riche. Mais mes pensées sont ailleurs. Avant de partir, Clara me donne une dernière information. Près du port, il y a un camp. Des réfugiés. Si ton frère est vivant, il peut être là-bas. Cette idée me hante. David, dans un camp, quelque part là-bas? Je dois y aller. Je le dois, pour lui, pour moi. Je m'assois sur mon lit de fortune et ouvre mon carnet. J'écris ces quelques mots. Je ne laisserai pas ces terres contaminées tuer mon espoir. J'avance, pour David, pour nous. Le lendemain, je m'équipe à nouveau. Mon sac est prêt, mes ressources limitées, mais ma détermination intacte. Je quitte l'abri une dernière fois. Là-bas, dans ce monde brisé, une lumière vacille encore. L'espoir de retrouver David. Je suis prêt à tout pour le revoir. Si vous souhaitez encore plus de profondeur ou des ajustements, faites-le moi savoir. Je peux encore étoffer certaines parties ou explorer davantage les interactions et les réflexions du narrateur.